Je devais me faire opérer d'un kyste au poignet, rien à voir. Ouais. Et du coup, je fais des prises de sang. Et là, on a vu que mes plaquettes et mes globules blancs étaient vraiment bas. Et donc là, j'ai été amenée à l'hôpital de Bordeaux. On m'a refait les mêmes examens poussés que j'avais fait 6 mois auparavant. Et là, on m'a dit qu'il y avait un problème. Bah là, on est rentré dans le truc. Ok, là, on est en mode. Ça y est, Varior. Ok, ouais, c'est ça. On C'est se là, fait on est en mode c'est la guerre. Et voilà, il y a ce truc un peu de. C'est un moment. Ouais. Ça a été un moment terrible et à la fois un moment très beau parce que, enfin, nous en tant que parents, de voir nos trois enfants. Et puis eux, oh non. Excusez-moi. On va tous pleurer. Moi aussi, en fait. Quand des personnes dans un environnement professionnel sont confrontées à des choses comme ça, comment on en parle, voilà. Enfin, voilà. En tout cas, je Bon, pense enfin, que en disant ça, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, justement, ça donne déjà un premier repère. Voilà. De se dire qu'en fait, ce sujet-là, ça va pas être aussi simple que de Non. raconter son week-end ou les vacances qu'on a passées. Donc c'est aussi une première brique de se dire, bon, il y aura quand même un petit point d'attention Ouais. sur qui et comment je vais être Voilà. dans l'intégralité des plans de ma vie par rapport à cette Voilà. situation de vie particulière. Un accident, une maladie, quelque chose peut venir bouleverser ce que l'on vit, son chemin de vie qu'on avait imaginé sur que ce soit les jours, les semaines ou les mois qui allaient arriver. Mais on n'est pas la seule personne en fait qui va être impactée par cet événement. Tout l'écosystème, tous ses proches vont finalement aussi devoir s'adapter à ce qui va arriver. La thématique d'aujourd'hui, c'est la maladie débarque dans la famille. Et je suis très heureuse de vous recevoir parce que donc on a une famille au complet. Lucille, Colline, Victor, Anne et Jean-Marc. Merci et bienvenue. Merci. Et donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Lucille, tu as été diagnostiquée d'une maladie. C'était en 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce que tu en étais dans ta vie quand ce moment est arrivé ? Alors j'avais 23 ans, j'étais à Bordeaux pour mes études, j'étais en 3e année d'orthophonie. Ouais. Donc voilà, tout se passait très bien pour moi et c'est arrivé un petit peu du jour au lendemain. Et du coup, raconte-nous, donc le reste de ta famille n'est pas à Bordeaux ? Non, en fait, ils sont en région parisienne. Ouais. Et j'étais partie à Bordeaux justement pour faire mes études, puisque j'avais été prise à l'école de Bordeaux, donc je vivais toute seule là-bas. Donc ça faisait, tu y étais depuis combien de temps ? C'était la 3e année où D'accord, j'y donc tu étais. avais quand même quelques repères sur place. Ah oui, j'avais ma bande de copains, j'étais très bien à Bordeaux. Voilà. Ok, donc là tu es en train de faire tes études et du coup, qu'est-ce qui alerte à un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Alors justement, il n'y a rien à ce moment-là qui alerte. Je devais me faire opérer d'un kyste au poignet, rien à voir. Ouais. Et du coup, je fais des prises de sang. Justement parce que 6 mois auparavant, j'avais eu des problèmes dans mes formules sanguines qui avaient fait que j'avais dû faire des examens un peu plus poussés, on n'avait rien retrouvé. Donc là, comme je devais me faire opérer, ils ont voulu revérifier ma formule sanguine, donc j'ai fait une prise de sang. Et là, on a vu que mes plaquettes et mes globules blancs étaient vraiment bas. Et donc là, j'ai été amenée à l'hôpital de Bordeaux. On m'a refait les mêmes examens poussés que j'avais fait 6 mois auparavant. Et là, on m'a dit qu'il y avait un problème. Et comment ça se passe ? Enfin, comment tu réagis à ce moment-là pour toi ? Alors, c'était un peu particulier parce qu'au départ, je me suis dit que si mes prises de sang étaient basses, c'est que ça devait être un problème immunitaire. Mais comme on m'avait déjà fait les examens poussés pour vérifier les causes vraiment graves, je me disais que c'est bon, quoi. Ça pouvait pas être ça. Et quand on m'a appelé le jour même pour me dire qu'il y avait un souci, je me suis dit quand même que ça sentait mauvais parce qu'il y avait quelque chose qui avait été présent déjà 6 mois auparavant, que là, le médecin était très très flou au téléphone, me disant que oui, ça pouvait être grave, mais que pour l'instant, il ne pouvait pas trop me dire. Donc,
J'étais très angoissée et j'ai explosé en sanglots d'ailleurs. Je suis allée directement chez des amis parce que je tremblais, j'étais pas bien. Et sur le trajet, donc j'avais pris le temps de un peu me calmer et j'appelle ma mère. Voilà, je savais qu'elle allait répondre parce qu'on a une maman qui répond à nos appels. Et donc, je l'appelle sur le trajet pour lui dire. Et à vrai dire, je me souviens même plus clairement ce que j'ai dit parce que j'étais vraiment en panique. Mais je ne sais plus ce que je lui ai dit. Ouais, moi, je me rappelle plus exactement ce que tu m'as dit, mais j'ai compris que ça pouvait être grave. Et comme on avait eu cette alerte 6 mois auparavant, que je m'étais renseignée parce que c'est dans mon mode de fonctionnement que d'aller gratter un petit peu, parce que c'est ça qui me rassure aussi, etc. Vu ce que tu me disais, j'arrivais à garder mon sang-froid pour me dire, bon, pour l'instant, on ne sait pas, donc effectivement, ça peut être grave, mais ça ne peut pas l'être. Et puis, tu étais quand même assez en panique de l'autre côté, donc il fallait arriver à conserver mon calme pour pouvoir essayer de t'apaiser, au moins pour arriver chez tes amis. Ou, enfin, voilà. Du coup, cette soirée-là, j'ai aussi appelé mon père, ma sœur et Victor. Je crois que j'étais un peu... J'ai attendu. Moi, j'étais pas... Ouais, j'ai attendu. Et du coup, le médecin me dit, si tu veux, Lucille, tu peux revenir demain à l'hôpital, on peut avoir un rendez-vous, mais je pourrais pas te dire grand-chose de plus. Mais ce médecin, c'était une jeune médecin et qui a été super, vraiment, parce que c'est jamais facile d'annoncer et il n'y a jamais de bonnes annonces, mais je trouve quand même qu'elle a su m'accompagner au mieux. Et du coup, le lendemain, j'ai décidé de retourner à l'hôpital pour avoir ce rendez-vous. Donc, j'ai des amis qui m'accompagnaient. Et donc, j'étais ensuite seule avec le médecin. Et voilà, elle m'a expliqué exactement ça, que ça pouvait être grave comme ça pouvait ne pas l'être et qu'il fallait attendre d'autres résultats. Toi, Colline, tu te souviens un peu de cette phase-là? Oui. Avant qu'on ait les résultats? Oui, je m'en souviens parce que j'avais du coup souvent Lucille au téléphone. Mais moi, je pense que, je ne sais pas si je faisais un déni ou je ne sais pas, mais je me souviens qu'on attendait ces résultats, mais je ne me souviens pas d'avoir été particulièrement stressée. Je pense que c'était un peu inconcevable que ce soit vraiment grave. Et je me souviens même à un moment donné, on était au téléphone, ça devait être peut-être la veille ou l'avant-veille des résultats, où on en a presque rigolé en disant au pire, c'est pas grave, et puis si c'est une leucémie, ce sera des perruques, et voilà. Et moi, je minimisais énormément le risque que ça pouvait représenter. Et là, le résultat, le diagnostic, du coup... Ouais, en fait, c'était j'ai eu un appel en fin de journée d'un laborantin qui me dit oui, est-ce que vous êtes bien suivi en hématologie? Je fais oui. Il me demande est-ce qu'on vous a déjà parlé de blast? Et donc là, je me dis mince, non, on m'en avait pas parlé, mais donc ça veut dire qu'il y en avait sur ma prise de sang. Et blast, c'est des cellules immatures qui sont en fait des cellules cancéreuses. Attends. Donc là, tu reçois un appel et quelqu'un que tu ne connais pas te demande si... Du coup, je lui demande par réflexe quand même, parce que je comprends là que en fait, c'est vraiment pas fou. Et du coup, je lui pose plein de questions et je sens qu'il est hyper mal à l'aise au téléphone, où il me dit non, mais je sais pas, moi, mais voilà, il faudrait rappeler l'hôpital. Donc voilà, je raccroche. Et là, j'étais en panique complète. Ah oui, mais c'est fou en même temps d'appeler quelqu'un comme ça. En même temps, c'était pour vérifier que j'étais bien suivie. Et voilà, mais c'est vrai que j'avais dit normalement le contexte dans lequel je faisais des prises de sang. Et voilà, donc c'était un peu anxiogène. Et là, sur le coup, vu que c'était le soir, j'étais pas prête à appeler qui que ce soit de la famille. Parce que voilà, c'était vraiment signifié que là c'était vraiment grave. Et du coup, j'ai appelé un ami de la famille qui est médecin, gériatre, rien à voir, pour communiquer avec lui là-dessus. Mais tu n'avais pas eu ton médecin qui te suivait? Non. Et du coup, c'est la seule information que c'est la seule information que j'avais. Il était trop tard pour avoir rendez-vous. Et du coup, j'ai envoyé quand même un mail à l'hématologue.
Et le lendemain matin, mais franchement, super, je me suis levée forcément très tôt parce que j'arrivais pas à dormir. Et à 8 h du matin, j'avais un message de mon hématologue en me disant oui, nous avons les résultats, viens en début d'après-midi. Et du coup, là, il a fallu que je trouve un blablacar hyper rapidement pour foncer à Bordeaux. D'accord, donc là, tu l'as toujours pas de vive voix, c'est juste, tu sais qu'il faut que tu y ailles. Mais je sais que c'est grave à ce moment-là. Donc voilà, je me conditionne en me disant, bon là, je vais avoir une nouvelle franchement moyenne, quoi. Et entre-temps, j'avais prévenu, en tout cas, mon père, ma mère et Colline, que j'allais chercher les résultats et que fallait aussi qu'ils se préparent, quoi. Du coup, il y avait encore, dans les services d'hématologie, c'est très protégé parce qu'il y a plein de patients qui sont très fragiles. Du coup, mes amis m'ont accompagnée à l'hôpital, mais ensuite, eux, personne ne pouvait venir avec moi pour la consultation. Du coup, heureusement, c'était une jeune médecin qui m'a reçue. Elle m'a dit du coup on va regarder tes prises de sang ensemble, et je lui ai directement dit que je comprenais qu'il y avait des blasts et que donc c'était pas bénin ce que j'avais. Elle m'a confirmé ça. En revanche, je pensais pas du tout à une leucémie. Je pensais à un problème de moelle osseuse, mais je pensais pas que ça pouvait être une leucémie parce que tout était arrivé tellement vite comme ça, comme 6 mois auparavant. Il y avait eu un problème. Pour moi, c'était pas ça. Et du coup, elle a pris le temps et puis elle m'a dit que du coup, c'était bien une leucémie et qu'elle m'a expliqué le protocole de traitement. Donc moi, je me disais, ok, je vais devoir faire des chimios, mais je pensais que les chimiothérapies, c'était on allait à l'hôpital puis on rentrait le soir chez soi. Sauf qu'en fait, dans le cadre de cette maladie, en fait, c'est chambre stérile pendant 1 mois et par plusieurs cures comme ça. Et donc, voilà, il y a un peu tout qui m'assomme. Et ensuite, il fallait que je refasse des examens dans la foulée. Est-ce qu'elle te rassure aussi en disant... Un peu compliqué, parce que moi, je cherchais vachement à être rassurée, mais il fallait aussi, elle, son rôle, c'était de m'expliquer que là, c'était grave, c'était pas un rhume. Et du coup, je me souviens quand j'ai voulu lui demander si j'allais m'en sortir et je voulais lui dire est-ce que c'est sûr du coup que ça va être bon. Et elle m'a dit on a des médicaments, c'est des armes, on en a plusieurs, donc on va utiliser toutes les armes disponibles, mais il arrive que parfois les armes ne fonctionnent pas face à cet ennemi et dans ce cas-là on doit déposer les armes et te laisser partir. Et ça m'a destroyée. Ah là là, j'étais mal et en même temps, elle l'a vraiment fait d'une manière où c'était pas du tout une médecin qui était malveillante. J'ai compris pourquoi elle me disait tout ça, mais elle m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes et qui s'en sortaient. Donc voilà. Ouais. Donc, elle a réussi à mettre l'éventail des possibles. C'est ça. Mais c'est ça, elle m'a dit que là c'était grave et que moi, dans les leucémies, il y a plein de types de leucémies différents. Et moi, j'avais une certaine mutation génétique dans cette leucémie qui était pas forcément très favorable. Et donc, elle m'a dit que potentiellement, je devrais avoir en plus des chimiothérapies une greffe de moelle osseuse, mais qu'on verrait ça dans un deuxième temps. Enfin, voilà. Et que là, on démarrait pour un... Ouais, le décor se plante, là. Voilà. Et puis en plus, elle m'a fait un schéma, je me souviens très bien, pour m'expliquer, en tout cas, les premières étapes. Et donc, je ressors avec cette petite feuille. Et puis vient le moment où je dois appeler la famille, quoi, un par un. Et donc, j'ai choisi d'appeler Colline en premier. Ouais. Du coup, moi, je m'en souviens bien. J'étais à Rennes, parce qu'à ce moment-là, je travaillais à Rennes. Pareil qu'avant, en fait, j'ai pas pris la mesure à ce moment-là, je pense, de à quel point ça pouvait être grave et à quel point ça allait nous impacter. Ouais. À vrai dire, je m'en souviens plus exactement, mais je crois que j'essaie d'être un peu rassurante. Juste pour faire une parenthèse, dans tout le parcours, mais dès le début, ils m'ont préservée à chaque étape et ça a été vraiment mes piliers pour me reposer. Enfin voilà. Ça veut dire quoi, préserver pour toi ? C'est-à-dire que comme je suis quelqu'un vraiment de très anxieux et qui avait très très peur et vraiment... Qui ne le serait pas... Oui, mais voilà, je sais pas, j'étais en panique tout le temps et ils m'ont préservée, ils m'ont jamais dit qu'ils avaient peur. Ils n'ont jamais eu... Alors que je le savais, mais c'était important pour moi aussi de ne pas voir dans leur regard ou dans leur attitude qu'ils avaient peur. Et ils ne me l'ont jamais montré, ils m'ont toujours préservé sur tout leur questionnement.
Ils ont juste accueilli un peu ma détresse, mais sans me... Ils t'ont soutenu. Ouais, sans me mettre leur détresse sur moi, quoi. Donc, je crois que je réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer. Elle dit le mot leucémie. Ouais. Mais moi, je ne l'associe pas forcément à quelque chose de très grave. Et je pense que je fais encore une fois un déni un peu de ce qui se passe. J'ai même fait une petite blague. On avait une conversation avec Lucille et Victor. Et j'ai même fait une blague en disant allez, merci Lucille, c'est parti pour 6 mois, 6 mois un peu rock'n'roll. Moi, quand j'ai reçu l'appel de Lucille, j'ai vachement minimisé aussi l'information. Et parce que dès 6 mois avant, j'avais parlé avec une médecin du coup des problèmes de sang qu'elle pouvait potentiellement avoir du coup 6 mois plus tôt. Et elle m'avait parlé des leucémies, mais qu'aujourd'hui ça se soigne très bien, et ce qui est le cas. Mais voilà, elle me parlait de... Je savais pas aussi ce que c'était vraiment les leucémies, mais voilà, apparemment il y en a beaucoup qui sont différents. Mais de manière générale, ça se soigne très bien. Donc quand elle me parle de leucémie, bon, je me dis, voilà, ça va être difficile, mais bon. Voilà, oui, non, mais finalement, toi, tu te dis diagnostic, maladie, traitement, on est là, on se soutient, et puis. C'est ça. Ça, d'un point de vue émotionnel, en tout cas, ça vient pas forcément te chercher sur le coup, quoi. Bah, voilà. Je sais que c'est. Non, si c'est ça, c'est que j'ai pas pris conscience de ce qu'on allait vivre, de ce qu'elle allait vivre aussi. De ce que ça allait être pour elle. Et parce qu'au final, c'est aussi ça, là avec du recul, ce qui était le plus dur, c'était de la voir aussi souffrir, d'aller à l'hôpital. C'était ça le plus dur aussi, quoi. Ouais. Donc ça, au moment de l'annonce, on s'y attend pas du tout. Oui, c'est après qu'on prend la mesure. Carrément. C'est la même chose pour toi? Exactement. Les souvenirs sont très très confus. J'ai le souvenir de discussions qu'on a eues tous les deux et où effectivement, c'est une reconstruction, mais comme si on évoquait beaucoup d'hypothèses, mais le mot leucémie ne pouvait pas être prononcé. C'est-à-dire qu'on se dit, ça peut être ça, ça peut être ça. Mais j'ai souvenir vraiment d'échanges. Et du coup, tu disais que les traitements, c'était du coup des chambres stériles, etc. Comment tout ça s'organise? Ça va vite, de ce que je comprends. Ouais, ça va vite. Alors, en fait, désolée, il y a plein de détails, c'est un peu compliqué, mais en fait, moi, j'ai eu de la chance, on m'a diagnostiqué, j'étais en pré-leucémie, donc juste avant que ça décolle. Et en fait, ensuite, je suis retournée à Paris le soir même. Je me souviens, il y avait mon père, ma mère et Colline. Ils arrivent en mode « Eh ben alors !» Et moi, là, ça me fait pas trop... et j'explose en sanglots. Et donc là, voilà, s'en est suivi une... Ah oui. Parce que c'était une manière de dédramatiser le moment. Oui. Complètement. Et puis, moi en tout cas, j'étais dans ce truc où je réalisais pas du tout ce qui était en train de se passer. Et on a tendance à beaucoup rigoler entre nous et du coup à faire des blagues sur un peu tout. Et là, on était un peu dans cette dynamique-là. Et c'est quand elle est arrivée et qu'en fait, on voyait on n'était pas du tout dans ce registre. On a pris peut-être... en tout cas, pour moi, ça a été une première étape vers la prise de conscience c'est grave, en fait, ce qui est en train de se passer. Et du coup, après, il s'est passé une semaine où je suis restée à la maison avant de retourner à Bordeaux pour me faire poser la chambre implantable. Ouais. Et durant cette semaine, j'ai senti mon état qui se détériorait. Et là, j'en parlais pas trop parce que j'avais pas... Pour moi, ça rendait les choses réelles aussi. Oui, c'est ça. Et je me disais, non, mais c'est juste qu'en fait, je suis stressée, c'est pour ça. Mais bon, je commençais à avoir des vertiges, à avoir tout un peu flou autour de moi. On est d'accord, c'est une vraie chance d'avoir eu ce pré-diagnostic. Oh là là, oui. Il n'y a pas beaucoup, j'imagine dans les proportions, il y a peu de gens qui ont... Parce que là, c'est un hasard en fait. Ah, c'est un hasard total et c'est énormément de chance parce que justement, ça va très rapidement. Ouais. Et justement, entre ce moment-là et une semaine après où je me sentais pas bien et où du coup on va à Bordeaux, cette fois j'étais avec ma mère et Victor, là j'avais de la fièvre, j'étais très mal, j'avais une
c'était un mal de gorge, mais énorme. Et au moment où on me pose la chambre implantable, on me dit, en fait, là, tu vas pas rentrer chez toi, on t'hospitalise directement. Tu savais pas? Non. Et en fait, c'est parce que dans mes dernières prises de sang, le nombre de cellules cancéreuses avait atteint 70% en une semaine. Effectivement, je t'ai accompagnée, j'ai pris tes affaires. Ensuite, on m'a annoncé qu'on te gardait. C'était, j'essayais de choper les informations et pas me laisser gagner par l'émotion, ce qui était quand même assez compliqué. Et quand j'ai eu le sentiment d'avoir à peu près toutes les infos, d'avoir posé tes affaires et qu'est-ce qu'il fallait que j'amène ensuite, etc., je me suis un peu effondrée, quoi. J'ai attendu de pas te voir, enfin que tu sois partie. Et puis là, il y a une infirmière qui m'a pris en charge pour me dire écoutez, ça y est, elle est entre de bonnes mains. Sachez que c'est une maladie qui est fulgurante. Ça peut changer d'une heure à l'autre. Donc là, ça y est, elle est prise en charge. Donc ça voulait dire, elle n'était pas prise en charge aujourd'hui. Qui sait ce qui aurait pu se passer, c'est-à-dire elle n'aurait pas eu cette prise de sang, ensuite une réaction quand même très très rapide, on aurait pu la perdre sans même comprendre ce qui se passait, quoi. Il y a eu aussi un moment vraiment fondateur, c'est qu'on a fait appel à une coiffeuse. Non, mais peut-être que pour des personnes, parce que c'est une étape. Pour moi, je dois avouer que quand j'y repense, tu peux resituer que j'ai encore la chair de Alors, poule. on est encore 3 jours avant l'hospitalisation. Même Juste la veille de du départ. La veille du Ah départ. oui, donc le départ où tu dois aller te faire poser ta chambre. En fait, C'est juste terrible. qu'on m'avait, pour resituer, une infirmière m'avait dit Lucille, j'avais les cheveux longs, il serait quand même mieux, avant que tu rentres en chambre stérile, que tu te coupes les cheveux courts, parce que ensuite, tes cheveux vont partir par poignée, et du coup, s'ils sont longs, ça risque d'être plus difficile. On a fait appel à une coiffeuse, et justement faire attention au coiffeur qu'on appelle, qui vient à domicile pour me couper les cheveux courts. Et là, c'était la cata. Elle a foiré. C'est surtout au-delà de ça, c'est qu'elle avait pas compris. Moi, j'étais pas bien. À ce moment-là, j'étais vraiment malade, donc pas bien. Et puis on me coupait les cheveux pour ensuite me les raser et tout. Donc c'est pas. C'était pas la coupe transformation. C'était pas la coupe transformation. Et du coup, j'étais pas bien, je pleurais. Et puis, moi, je voulais que ça s'arrête. Et après, moi, j'ai pas fini ma coupe. Donc, automatiquement, si je la finis pas, ça peut pas vous plaire. J'étais, mais elle a pas compris. Donc, eux, ils essayaient de calmer le jeu. Enfin, je suis partie en pleurs, les pauvres. Là, c'était compliqué. Là. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Ah bah oui, mais et là, c'était un coup dur. Ouais, c'était dur. Et en fait... J'ai un frère et une sœur incroyables. Donc moi, j'étais vraiment en PLS, j'étais pas bien. Et le lendemain matin, je me réveille. Victor s'était déjà rasé les cheveux. Non, tu te les étais coupés. Moi, j'avais les cheveux longs à l'époque. Et en fait, les deux m'attendaient avec les cheveux rasés. Ils s'étaient rasés les cheveux pour me soutenir dans ce moment qui était hyper compliqué pour moi. Et c'est vrai que ça m'a tellement aidée parce que j'étais en mode en fait je voyais Colline et je la trouvais belle avec ses cheveux courts et que les deux, parce que Victor avait aussi un peu les cheveux longs, et de me dire waouh, ok, on est tous les trois voilà, et du coup ça m'émeut un peu. Mais j'en ai la chair de poule, c'est ce que tu dis. Ouais, et c'est vrai que quand on disait faire, mais moi c'est un moment, ça a été. Là on est rentré dans le truc. Ok, là on est en mode. Ça y est, Varior. Ok, c'est ça. C'est là on est en mode c'est la guerre et voilà, il y a ce truc un peu de. C'est un moment. Ça a été un moment terrible et à la fois un moment très beau parce que, nous en tant que parents, de voir nos trois enfants. Et puis eux, oh non. Excusez-moi. On va tous pleurer. Et moi aussi, en fait. Voilà. Mais voilà. Non, mais c'est un geste, c'est un moment. Je voulais vous. Hyper fort. Si, c'est vrai, et ça a été hyper accompagnant pour Lucille, et ça nous a mis aussi dans ce. Et ça a été un acte spontané ou comme ça, tous les deux, vous êtes dit allez, on s'est levé et on s'est dit en vrai, ce serait. Parce qu'on a tous vu déjà des vidéos où des gens faisaient ça, et on s'est dit est-ce que ça pourrait pas l'aider, vu ce qui s'était passé la veille au soir, est-ce que ça pourrait pas l'aider et comme en fait on savait qu'elle serait mieux dans tous les cas
avec les cheveux rasés qu'avec la coupe qu'elle avait. On s'est dit pour les quelques jours, parce que nous on pensait qu'il y avait encore peut-être une semaine avant la première hospitalisation, et du coup on s'est dit elle sera beaucoup mieux avec les cheveux rasés qu'avec la coupe qu'elle a là. Par cet acte, Colline et Victor ont vraiment signifié, au-delà, j'ai envie de dire, au-delà d'une famille, on est une équipe. Il y a comme ça quelque chose ultime, et ça a été aussi la première fois dans l'histoire de la famille où jusqu'à présent, c'était normal, c'était papa, maman, on porte, et que là, il y a eu par cet acte-là, et qui ensuite s'est reproduit, quelque chose qui venait réduire, je veux dire, l'inévitable verticalité qu'il y a dans une famille, où Colline et Victor ont pris, en tant que frères et sœurs, on devient coéquipier. Voilà, on devient coéquipier. On devient coéquipier. C'est plus les parents et les enfants. C'est plus, voilà. Là, du coup, si on se remet dans... En fait, on va te poser ta chambre, en fait, on te dit, tu restes. Vous pouvez communiquer? Alors, au moment où on me dit ça, moi, je devais ensuite passer au bloc, et du coup, je dis juste que j'ai ma mère et mon frère qui sont en salle d'attente, et de juste les prévenir et qu'ils soient au courant. Et j'avais qu'une envie, c'est qu'ils soient avec moi, qu'ils puissent venir. On était dans la période Covid. Enfin, faut se souvenir qu'on était entre deux confinements. Et dans les hôpitaux, surtout là où il y a des patients qui sont fragiles, on limite énormément les visites. Donc, je t'ai laissé le matin, tes affaires, j'ai vu l'infirmière, j'ai rejoint Victor. Et puis, on nous a dit, maintenant, vous pouvez la voir. Enfin, quelqu'un pourra aller la voir, mais 1 heure l'après-midi, pas plus. Je me souviens pas. J'étais trop... Ça, en ce qui me concerne, cette visite l'après-midi, ça a été vraiment la deuxième lame. Un choc, mais auquel il faut s'attendre. C'est-à-dire que, tu disais tout à l'heure, 23 ans, bébé, sauf que là, je n'avais jamais vu ma fille avec une telle gravité. C'est-à-dire, il y avait comme ça quelque chose d'une... Malade, avec de la fièvre, et est-ce que je vais m'en sortir? Voilà, c'est ça. Oui, parce que je pense que j'étais pas... J'avais pas une bonne tête, quoi. Non, mais dans le sens où, malade, là, j'étais plus marquée par la maladie, déjà quelques jours avant. Je pense que j'avais énormément maigri. Tu pouvais plus manger. Je pouvais plus manger, je pouvais plus manger, j'avais énormément maigri. Et du coup, voilà, il y avait un peu de... En fait, ça dégringole. Ouais, ça a dégringolé extrêmement vite. C'est d'une rapidité. Et là, j'imagine que c'est pas évident, parce que d'être là à ce moment-là... Donc, comme vous l'expliquez tous les deux, vous accompagnez vous êtes là pour votre fille, mais en même temps, vous êtes plongés dans l'inconnu. C'est vraiment, enfin, pareil, c'est flou, quoi. C'est à la fois, on est là, on est dans la peine et dans la réception aussi de ce qui se passe, de l'angoisse des uns et des autres, mais on ne veut pas montrer la propre sienne. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'on a été tous là. Et puis, on était à Bordeaux. Ce n'est pas notre ville. Il y avait ça, et en même temps, il fallait s'organiser pour pouvoir... là, tout à coup, on se dit, là, on ne repart pas. Il faut qu'on tienne aussi, nous. Oui. Il faut qu'on trouve un endroit où loger. Il faut qu'on prévoie de quoi te vêtir. Enfin, qu'est-ce qu'on devient, nous, quoi, aussi, et comment on va s'organiser. C'est l'organisation. Enfin, alors, donc là, il a fallu trouver court terme et moyen terme, et après, long terme, sans connaître personne. Là, pour le coup, on était seuls. Voilà, quoi. Donc finalement, vous avez trouvé un petit appartement. Au départ, on était arrivé à l'hôtel pour 2 jours, et puis du coup, on a prolongé l'hôtel, et puis on s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas rester comme ça, enfin, à moins de gagner au loto. Nous avons vécu le quoi qu'il en coûte. C'est ça. Avant, ouais. Et on a trouvé un logement à louer, mais vraiment dans l'urgence. Donc, c'était un logement qui nous a bien rendu service, mais qui ne pouvait pas ensuite nous permettre de perdurer sur la durée, parce qu'il n'était pas assez safe. Enfin, il était très humide, il n'était pas dans un quartier top, etc. Donc, mais qui nous a permis quand même de nous poser et de mettre en place un peu Voilà, s'organiser. Pour s'organiser, voilà. Acheter les vêtements, faire les nettoyages comme on nous le demandait, puisque c'est nous qui sommes en charge de tout ça. La nourriture était pas top.
Donc c'était aussi de trouver de quoi nourrir Lucie qui n'avait pas d'appétit et où la chimio rapidement a commencé à être compliquée au niveau des goûts, des saveurs et des odeurs, enfin, etc. Là, je serais... Il y avait tout un combat pour aussi que tu manges, parce que sinon, à partir d'un certain kilo, tu devais être... Ah oui. Je fais une sonde nasogastrique. Une sonde, ouais. Oui, tu l'as eu. Mais on a ici... Oui, il fallait retarder ce moment-là, ou en tout cas l'éviter un maximum. Surtout que moi, j'avais très peur d'avoir une sonde et j'avais pas compris que dans tous les cas, j'allais l'avoir. Et du coup, je passais des heures à essayer de me forcer à manger. Eux, ils devaient trouver des aliments qui puissent être compatibles avec ma situation. Parce que quand on est en chambre stérile et qu'on n'a en fait plus de globules blancs, il faut pas de choses fraîches, on peut pas commander à manger. Il faut que ce soit des emballages bien sous vide, qui sont pas au frais. Enfin, il y a le moins de bactéries possible. Le moins de bactéries possible. Et du coup, voilà, ils se sont tous mobilisés pour essayer de me rendre. Et là, en fait, du coup, tu es rentrée dans une phase où tu as alterné des périodes d'hospitalisation en chambre stérile et des périodes de soins toujours en dehors de l'hôpital et des périodes de repos, c'est ça? Alors, en fait, j'avais avant la greffe de moelle osseuse, j'avais du coup environ 1 mois d'hospitalisation. Ensuite, j'avais 2 semaines de repos environ. Et ensuite, je repartais pour 1 mois d'hospitalisation. Et pendant ces hospitalisations, du coup, ils venaient me voir tous les jours. Du coup, à chaque fois, c'était une personne différente. Et du coup, notamment, ma sœur, mon frère et des amis avaient mis en place un système où j'avais une vidéo par jour d'un proche et une vidéo d'un guest. Donc j'ai eu le droit à plein de vidéos, ça a été incroyable, c'était mon rendez-vous de 18h. Du coup, j'avais des journées absolument hyper nulles et hyper angoissantes. Et à 18h, j'attendais ce moment-là où j'avais 2 vidéos qui m'attendaient. Et puis j'ai eu des guests comme Stéphane Bern qui a été incroyable, le sosie de Johnny Hallyday, enfin des trucs comme ça, c'était incroyable. Au-delà des vidéos qui à chaque fois, j'étais en mode waouh, mais c'est génial. Et puis en même temps de voir aussi les proches en vidéo, c'est de me dire waouh, ils font tout ça pour moi, ça aide tellement à tenir, de sentir l'amour de ses proches qui est indéfectible et qui sont, enfin vraiment moi ça m'a porté durant tout mon parcours. Oui, ça donne de la force et aussi ça apporte un peu de légèreté. Oui, sur le moment. Bah oui, et puis en fait c'est ça, c'est que je crois que très vite il y a quelque chose qui n'a pas été dit verbalement, mais qu'on a tous senti, c'est que moi mon rôle c'était de tenir face au traitement et face à l'enfer que je vivais, même psychologique, à la détresse dans laquelle j'étais. Et eux, leur rôle c'est qu'ils géraient tout ce qui était à côté. Et moi j'avais juste, et c'est un luxe, hein, mais luxe, mais oui, quand même, par rapport à plein d'autres personnes qui sont malades, j'avais juste à penser à moi et à tenir, en fait, tout simplement. Et quand je dis tenir, c'est pas tenir par rapport au traitement, enfin, on fait ce qu'on peut, hein, mais psychologiquement, moi, je l'ai très, très mal vécu. Je me sentais en détresse et j'avais pas à gérer d'autres soucis. Parce qu'il y a plein d'autres malades qui, je pense, sont à gérer plein d'autres choses en plus de leur maladie. Moi, j'avais pas ça. Tu m'avais dit quand on a échangé au début qu'il y avait un endroit où vous alliez vous ressourcer. Chaque fois que Lucille est sortie de l'hôpital, en fait, la première fois, on n'avait pas le logement définitif. Et on a des amis qui sont installés à 60 km au sud de Bordeaux. Et quand on leur avait parlé de ce qui nous arrivait, ils disaient « Mais venez, on vous accueille chez nous, etc. » Et c'est des gens avec qui on est très proches. On y est allés. Et ils ont été hyper accueillants, enveloppants. Leur maison, c'est un havre de paix, avec beaucoup d'espace. Donc ils nous ont vraiment accueillis. Ils nous ont... Ça a aidé, Lucille, ça nous a tous aidés. Oui, là, ils nous ont vraiment... vraiment, merci à eux. Puis il y avait un extérieur aussi, et du coup, moi je passais mon temps pour toi, dehors. ça devait être... Et puis je trouve que même pour la dynamique familiale, le fait qu'il y ait 2 personnes, on est très proches d'eux, vraiment, c'est comme la famille. Mais mine de rien, de les avoir, ça permettait de pouvoir passer des moments où jouer aux cartes tous ensemble et de pas s'effondrer. Et je trouve qu'ils tenaient quelque chose et ils apportaient vachement de joie. Ça nous a énormément aidés, je pense, tous. Du coup, là, tes traitements, ça a duré combien de temps, du coup, entre le moment où là, l'arrivée en chambre stérile se fait, ces alternances, en fait,
de chambre jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape où tu sais que tu dois passer par cette greffe? Alors, très vite, en fait, j'ai su que j'allais passer par la greffe. En fait, dès que j'ai été hospitalisée, ma première hospitalisation, on m'a refait ce qu'on appelle un séquençage génétique pour voir les mutations génétiques que j'avais. Et du coup, dès qu'ils ont eu les résultats, ils m'ont dit, bon, bah, Lucile, ça sera on va à la greffe directe. Et d'autant plus parce que, donc moi, dans mon protocole, j'avais ce qu'on appelle 2 inductions. C'est 2 grosses hospitalisations avec des traitements bien lourds. Et en fait, l'objectif, c'était que dès la première induction, donc dès le premier mois d'hospitalisation, à la fin, je sois en rémission. Ça n'a pas été le cas. Et je l'ai appris lors de la 2e hospitalisation, que je n'étais pas en rémission. Et là, ça a été l'hospitalisation, mais psychologiquement, la pire pour moi. Et je pense que là où parfois j'essayais au maximum de prendre sur moi, et à un moment je craquais toujours devant eux, mais alors la 2e hospitalisation, c'était dramatique. Et je pense que pour eux, ça a été aussi affreux ce que je leur ai communiqué, parce que je pouvais même pas me prendre ne serait-ce qu'un petit peu sur moi. J'étais en pleurs et je leur ai vraiment déposé ça de manière très brute. Et je pense que Colline a toujours été... je me suis reposée sur tout le monde, mais c'est vrai que le fait que ce soit pas mon parent ou mon petit frère, parce que Victor, ça reste quand même mon petit frère, je lui ai posé vachement de choses sur ses épaules quand même. Ouais. Et là, la difficulté, c'est que quand tu as su que tu n'étais pas en rémission, c'était un week-end, il n'y avait pas de médecin, etc. Et tu n'arrivais pas à entendre autre chose que ça. Et comme tu es une jeune adulte, nous, on n'avait pas accès au corps médical pour avoir plus d'informations. Et là, il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui manque, parce que finalement, nous les parents et la famille, on peut être le relais même des médecins au niveau de l'information. On peut entendre davantage de choses que le patient. Et ça, vraiment, il a fallu quelque part insister très très fort, presque lutter, pour pouvoir avoir le minimum d'informations ou demander à ce que quelqu'un vienne et t'explique même devant nous de ce qui se passait pour apporter le réconfort. Est-ce que c'est lié à la période... Enfin, j'y pense. Est-ce que c'est lié à la période Covid, tu penses, ou c'est... Non, je pense que... C'est quand même... Juste ça. Là, si je peux répondre pour le coup, en fait, il y a des services pédiatriques et des services adultes. Et en fait, en fonction des villes, ça se passe différemment. Moi, j'étais dans un service adulte. Et donc, en tant qu'adulte... Oui, on estimait que voilà, on estimait. Alors que, bon, aujourd'hui, il y a des centres comme à Paris, adolescents, jeunes adultes, de 15 à 25 ans. Et où là, justement, on prend en compte les difficultés de cet âge-là. Où oui, on grandit, on est des jeunes adultes, mais on a besoin de notre famille, de nos parents. Et moi, c'est quelque chose qui m'a manqué, le côté où j'ai dû tout recevoir, toutes les annonces toute seule et ensuite les communiquer. J'aurais aimé pouvoir me reposer sur mes parents, qu'ils entendent en même temps que moi. Et ça, c'est des choses dont vous avez parlé, de est-ce que... si on en a parlé. Entre vous, est-ce que de pouvoir parler des émotions que vous ressentez pendant cette période et de ce que comment vous vouliez accompagner Lucile, comment vous vouliez en parler, est-ce que vous vouliez des choses dont vous ne parliez pas? Moi, j'ai un souvenir quand même où on s'était dit, il faut pas lui montrer que bah ouais, il y a des moments où on stresse, quoi, on est inquiet. Ça, j'ai un souvenir de ça. À la fois, il y avait la nécessité de ce fonctionnement qui, à un moment donné, on peut dire, était clanique. Enfin, je veux dire, c'était vraiment équipe Lucile, et à la fois quelque chose qui, à certains moments, était totalement étouffant. Et je me souviens d'une fois, et ça a été aidant, je trouve, Colline est revenue et on était tous autour de la table et a dit bon, grosso modo en substance, oui, il faut qu'on continue à être équipe, mais on ne peut pas continuer comme ça, à être les uns sur les autres. C'est parce qu'il y avait comme ça quelque chose de... Oui. Voilà. Ça, c'était un peu après la greffe, où il a fallu se dire... un moment, c'est bon. Il va falloir qu'on tourne parce que être tous ensemble, tout le temps... Bon, du coup, il y a eu ce moment avec cette greffe. Du coup, Victor, tu étais un donneur compatible, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Ah, ouais. C'est ça. Alors, on a fait des tests donc, avec Colline. Je me souviens plus exactement
des chances que tu peux avoir quand tu es... En fait, c'est 1 chance sur 4 dans la fratrie. Ouais. À chaque fois, 1 chance sur 4, 1 chance sur 4. Mais s'ils n'étaient pas compatibles, il y a environ 1 chance sur 1 million de trouver un donneur. Du coup, c'est une c'était un banque peu mondiale. Ouais. On était en période Covid. Ouais. Donc là, moi, le mot d'ordre, c'était m'isoler. Et donc, en fait, je me suis isolé jusqu'à la greffe. Donc, à partir de ce moment-là... Alors, on en a parlé après, et pour Lucille avait peur que pour moi, ce soit un fardeau. Mais le fait d'être donneur, moi, ça m'a donné un rôle aussi. Et je sais que moi, ça m'a aussi beaucoup aidé, parce que je me suis dit, voilà, je m'isole, je me mets de mon côté, je fais en sorte de ne pas tomber malade. En gros, Il fallait que tu sois dans la meilleure santé voilà, possible. c'est ça, meilleure santé possible. Donc, je fais en sorte d'être en meilleure santé possible. Et c'est comme ça que je peux aider. Là, je sais qu'en moi, alors c'est malgré moi, c'est pas moi qui ai fait en sorte, voilà, mais j'ai la chance en moi d'avoir le médicament qui va pouvoir sauver ma sœur. Donc, ça donne un rôle. Et ça, Tiens, un peu. oui, mais sauf que Et moi, tu sais comment m'a- ça fait quoi de se dire ça? Ouais, il est devenu d'une prétention. Non, mais comment dire? Est-ce que ça met la pression? Est-ce que Ça met la pression. ça soulage aussi de se dire... Ça soulage clé. déjà de se dire qu'il y a une Il y a solution, une clé, ouais. déjà. De dire que voilà, on savait qu'il fallait passer par la greffe. Bon, on a le donneur. Et le mot greffe fait peur, parce qu'on a l'impression moelle osseuse. On confond souvent moelle osseuse et moelle épinière. Mais en fait, c'est une ponction par le sang. Oui. Et donc, pour le donneur, ça représente rien du tout. Rien. 2 fois par jour, on me mettait des Facteurs de croissance. Donc pour stimuler la moelle osseuse et que j'en ai trop dans mon sang, pour qu'en fait, après, le jour du don, j'étais à l'EFS et en fait, c'est comme un don de plaquettes. Voilà, c'est ça, des plaquettes. ça passe dans une machine, alors ça dure 4 heures. Voilà, je regarde un film et puis voilà. Ok. Donc ouais, c'est vraiment pour le donneur, c'est sérieux. Et par rapport au don, on m'a souvent posé la question, mais du coup, ça a dû créer un lien particulier avec ta sœur. Et oui et non, dans le sens où c'est toute la période qui a créé un lien avec mes sœurs. 3. Voilà, avec mes sœurs, on était déjà très proches, mais ça nous a rapprochés tous les 3. On a tout fait à 3, même C'est pendant ça. la grève. Ah Du ouais, coup, ouais, j'avais exactement, ouais. la poche de moelle osseuse de Mmh. Victor et c'est Colline qui me tenait la main et qui était Voilà, avec c'est Ils moi. ont ça. demandé Ouais, à ce que ouais, ce soit moi, du coup, qui soit Ouais, voilà, dans c'est la ça. chambre. Il y avait le droit qu'à une seule personne dans la chambre. Ouais. Et du coup, pour qu'on C'est ça. soit vraiment Ouais. tous les 3 Que avoir, c'est ça. avoir fait ça ensemble, quoi. C'est ça. Mais ça a été un C'était la moment, greffe, c'était à 3. C'était pas, enfin, à 5. C'est-à-dire que c'est Mais, c'est la chambre, Ouais. c'est une chambre À stérile. 3+2. Et en fait, une seule personne avait le droit d'être dans la chambre, mais c'est une chambre qui donnait avec des vitres sur un couloir extérieur. Ouais. Donc on avait pu, nous, assister à ce moment-là de l'autre côté de la vitre, tous les 3. Et Wow. Colline et Lucille étaient dans la chambre, donc on était quand même tous les 5 On à était tous les... proximité. ouais. Ouais. Et donc finalement, cette greffe, elle a fonctionné. Comme on peut le Voilà. voir. Merci. Ça, vous l'avez su tout de suite? Non, c'était encore tout un truc où au départ il y a eu un problème, la greffe n'a pas pris comme il fallait, donc ça a été encore un stress. Victor a dû être reprélevé de cellules. Ouais. J'ai dû avoir un peu une transfusion de lymphocytes. Bref, tout ça passant, ça a pris. J'ai eu un traitement encore pendant 1 an de thérapie ciblée. Et juste si tu nous fais Oui. un petit calendrier, là, juste qu'on se donne un repère. Oui, bien parce sûr. que ça commence en février, En février, 2021. et en février, là, t'apprends. J'apprends. Ouais. En juillet, je suis greffée. Je sors de l'hôpital en août. Ensuite, je crois que la greffe a finalement pris, on l'a su en avril 2022. Ah oui. Oui, ça a mis du temps. J'ai eu des traitements anticancéreux jusqu'en septembre 2022. 1 an et demi, du coup. Ouais.
Ouais. Ensuite, j'avais encore des traitements pour me protéger de toutes les bactéries, infections, et j'étais isolée chez moi. Et puis, Donc, tous les vaccins n'étaient pas faits. oui, parce tous que- les vaccins, tout ça. Et puis voilà, ensuite j'ai repris petit à petit le cours de ma vie. Mais voilà, j'ai recommencé vraiment les cours en présentiel, tout normal, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, quoi. En septembre. Ouais. Septembre 2023. Donc ça fait 2 ans. Non, ça fait même pas un an. Ouais, ça Non, va mais être- en tout, ça Ah oui, oui. parcours de soins. Ah oui, par oui. exemple. Oui, c'est ça. Je suis nulle en maths, Ouais. mais Voilà. Quand même. finalement, le passage d'un moment très intense de vie à petit à petit la vie normale reprend. Comment ça s'est passé pour toi et puis pour vous? Bah, dans tous les cas, c'est un peu lié à la manière dont ça s'est passé, nous tous. Parce que du coup, moi, c'était petit à petit où je pouvais faire davantage de choses. Maman qui était complètement dévouée à la maison avec moi et à tout s'occuper pour moi. Et du coup, il y a eu des moments qui n'étaient pas simples non plus parce qu'on se fritait. Moi, je voulais prendre mon indépendance beaucoup plus. Mais c'était pas évident pour maman de me laisser aussi prendre un peu plus mon envol parce que j'avais été tellement démunie, tellement fragile. Et puis ensuite, ça n'a pas été forcément évident parce que je pensais que ça allait être juste une parenthèse dans ma vie et que j'allais reprendre tout normal. Sauf que c'est pas possible. Mais du coup, voilà, ça a été... ça a pris du temps, des moments plus ou moins compliqués. Mais voilà, après, aujourd'hui, j'ai pris de nouveau une vie complètement normale. Et voilà, quoi, c'est super. Et ça, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, ce retour à... Parce que vous avez quand même connu un pic de stress énorme. C'est quelque chose qui s'est fait très progressivement parce que l'après-greffe, il y a une fatigue tellement énorme que Lucille était capable de rien faire. Et puis de semaine en semaine, de mois en mois, la santé allait de mieux en mieux. Donc il faut sans arrêt s'adapter. Effectivement, c'est comme tu dis, c'est difficile parce que tu voyais qu'elle était fatiguée ou fragile et tu aspirais à redevenir à une vie normale et c'était compliqué. Donc il y a eu quand même un ajustement à faire tout le temps, quoi, même jusqu'à maintenant. Et la reprise de la vie normale s'est fait vraiment, oui, très progressivement. D'abord recommencer les études mais en distanciel et puis petit à petit recommencer des stages. Doucement, et puis petit à petit reprendre en présentiel, mais ponctuellement, et puis jusqu'à maintenant, quoi, à reprendre une vie complètement indépendante, quoi. Et pour vous, est-ce que ça a été quelque chose à construire, en fait, de reprendre... Est-ce que finalement la vie, elle a repris un peu comme elle était avant? Oui, avec du coup une vision un peu différente de la vie. Moi, je sais que j'étais très stressée, très angoissée. Maintenant, je suis beaucoup plus relax sur globalement tout dans ma vie. Non, en fait, ça a été difficile parce que pendant 1 an post-greffe, du coup, moi, j'ai arrêté de travailler pour être aussi quasiment tout le temps à Bordeaux. Et à Bordeaux, on était, mine de rien, quand même encore le nez dans le guidon. Il n'y avait plus les hospitalisations, mais ça restait quand même une période stressante parce qu'il a dû falloir... C'était un travail à temps plein. Oui, c'était un travail à temps plein. Elle avait une thérapie ciblée qui la rendait très malade toute la journée pendant 1 an. Il y a eu le stress de la greffe qui ne prend pas, avec en plus tout ce truc de... Elle était extrêmement stressée et nous, on n'avait pas les informations. Et en fait, pour le médecin à l'hôpital, c'était pas si stressant que ça. Mais pour Lucille, ça avait été... Enfin, moi, c'est presque le moment de la maladie où j'ai eu le plus peur. Et donc, c'était un travail à temps plein parce qu'en plus, elle était immunodéprimée. Donc, il fallait nettoyer la maison toute la journée, enfin, tous les jours, au vinaigre, tout nettoyer. Je pouvais plus faire les courses et faire attention à regarder toutes les étiquettes, machin. Oui, On parce se marchait qu'il y a un peu... il y avait un régime ouais. très particulier, très hard. Il y avait un régime alimentaire. C'est le moment aussi où moi, à un moment donné, j'ai dit, en fait, on a un petit appartement. On peut pas être tous là, on a tous envie d'être là, mais à un moment donné, il va falloir qu'on tourne parce qu'on s'épuise à rester tous ensemble. Et donc, on essayait de tourner un petit peu dans ce petit appartement parce qu'on n'avait aucune intimité. Il y avait 2 chambres pour 5 adultes, ça fait peu. Plus d'intimité, plus rien. Et à Bordeaux, moi, je connaissais personne. Donc, on était vraiment sur une période de ma vie où le focus... En vase clos, ouais. Ouais, en vase clos. Le focus, c'était Lucille que ça allait mieux. Et en fait, à un moment donné, Lucille commençait à aller mieux. Et moi, je sais que je me disais, même si c'est pas évident,
et qu'il y a eu beaucoup de stress et qu'il faut encore être là, il va falloir que moi je me reconcentre un peu sur ma vie et sur construire après, parce que c'est aussi lui donner des signes encourageants que de lui dire en fait Oui, la vie en fait avance. je suis là pour toi évidemment, mais je me projette aussi dans le futur et que le moment un peu d'urgence est passé et il faut que moi aussi je sois heureuse et que je construise quelque chose. Et petit à petit, moi je commence à retourner à Paris, voir mes amis plus souvent là où avant je le faisais très très peu. Et jusqu'à ce que je trouve un travail à Paris et que je dise vraiment bah là c'est bon, je ne participe plus à l'organisation de Bordeaux. Je suis là en appui évidemment, mais on a retrouvé un rôle de sœur là où en fait petit à petit voilà on a retrouvé aussi Là où ton rôle d'aidante finalement c'est un exactement. peu, Je pense que là-dessus, un moment pour moi qui a été un peu la première étape, c'était peut-être 3 mois post-greffe, il me semble. Donc où Lucille commençait, on avait passé le cap des 3 mois, c'est un cap hein, après la greffe. Et en fait, je me souviens que je ne sais plus pourquoi, il devait y avoir des tensions à la maison parce qu'il y en avait un peu de temps en temps, voilà. Et on a été partis marcher et on avait parlé de moi et de ce que je ressentais à ce moment-là. Et en fait, c'est la première fois où, depuis que Lucille tombait malade, où on ne parlait pas d'elle. Ah oui. Ouais. Et en fait, ensuite, ça a été du petit à petit. Et vraiment étape par étape. Et petit à petit, on est sorti de la relation d'aidant. Bah maintenant, on a retrouvé complètement la relation qu'on avait avant, juste sœur. Et là où, pendant longtemps, je pense que j'ai eu un peu des réflexes de « oh, il faut faire attention, et bah, c'est pas propre » ou « il faut faire attention maintenant ». J'ai plus aucun problème à avoir, je sais pas, sa chambre pas rangée. Voilà. Oui, vous êtes à parité là. Ouais. Ouais, mais ça fait du bien parce que c'est vrai que j'ai conscience de tout ce qu'ils ont laissé de côté pour moi, tout ce qu'ils ont sacrifié pour moi, et voilà, tout tournait autour de ma personne et que c'est pas évident parce qu'ils ont dû mettre de côté toute leur individualité, le fait, enfin, tout tournait autour de moi et je pense que dans leur évolution, ils étaient jeunes aussi et c'est vraiment pas quelque chose de simple de se mettre de ce côté à ce point-là. Et du coup, même la première fois, ils ont pu repartir en vacances ou ensuite, ils ont pu faire des activités. Mais j'étais tellement contente qu'ils puissent de nouveau avoir des moments de plaisir pour eux, parler d'eux, enfin, quand même, parce que... Je pense que c'était important pour Lucille que tous, mais encore plus Victor et moi, hein, parce que du coup, on n'est pas les parents, qu'on arrive à lui montrer qu'on fait des choses pour nous-mêmes. Et qu'on est là pour elle, évidemment, mais qu'on peut partir en vacances, qu'on se projette, qu'on n'est pas à 100% que là pour elle. Pendant la greffe, pendant que j'étais à l'hôpital, ils sont partis tous les deux de leur côté en vacances. Ouais, parce que t'avais Et pour demandé. moi, ça a été... Ouais. C'est toi qui avais demandé ça. Et ça m'avait soulagée de me dire que pendant que là, c'était un moment hyper stressant ou hyper machin, de les savoir dans une petite bulle ailleurs avec des amis, ça avait été aidant, même pour moi, de savoir que... Non, mais qu'ils passaient un moment qui était quand même plus doux que ces derniers mois. C'était hyper important. Du coup, au travers de cette expérience-là qui est si particulière que vous avez vécue, est-ce qu'il y a des messages que vous avez envie de faire passer à des personnes qui pourraient vivre cette situation? Peut-être Lucille, je te donne la parole d'abord. Moi, déjà, de mon point de vue, puisque j'ai pas été aidante, et il y a plein de fois où je me suis dit, mais je ne sais pas comment ils ont fait. Enfin, je vois par rapport à mon frère et à ma sœur, à rester stoïque, à ne pas pleurer devant moi ou quoi que ce soit. Enfin, je suis vraiment admirative de ce qu'ils ont fait. Et je dirais que peut-être il y a tellement de choses sur les épaules des aidants qu'ils aillent aussi, n'hésitez pas à aller vous faire aider.
à côté, de demander de l'aide à des associations, mais aussi pourquoi pas à des psychologues, parce qu'en fait, les sentiments des aidants est mis de côté parfois par le malade qui prend toute la place. Et je pense que c'est important aussi de ne pas nier son individualité, ses émotions, et que vous avez le droit d'être en colère, énervé, et de ne plus en pouvoir, et de ne plus supporter aussi parfois les sautes d'humeur des malades. Moi, je sais que j'avais l'impression d'être devenue bipolaire. J'ai demandé à d'autres personnes qui ont été malades, qui m'ont dit qu'ils avaient eu le même sentiment, mais mine de rien, ce sentiment de bipolarité, d'être complètement avec des émotions qui partent dans tous les sens, ça retombe sur les aidants. Et eux, ensuite, il faut qu'ils aient quelque part pour être aidés aussi à leur tour. Pour les plus jeunes aidants, en tout cas ceux dans la catégorie d'âge dans laquelle j'étais, c'est-à-dire peut-être fin d'études, tout début de vie professionnelle, cette expérience-là, on peut en sortir grandi, ou en tout cas avec des compétences qui sont hyper fortes pour tous les aspects de sa vie, mais notamment professionnellement. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, de se poser peut-être et de réfléchir aussi à qu'est-ce que j'ai développé comme compétence, qu'est-ce que je sais faire, en quoi ça m'a grandi, et de le voir comme une force, comme un atout, plutôt que comme un trou dans le CV, des expériences en moins. C'est une expérience forte qu'il faut valoriser. Moi, j'ai une interrogation sur comment en parler alors en fonction, dans l'environnement professionnel. Je trouve que là, il y a quelque chose de... un vrai sujet. Alors, ça dépend aussi des personnalités. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a plutôt besoin de m'exprimer. Il s'avère que j'ai un poste avec un peu de responsabilité et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de... à qui j'en parle, à qui je n'en parle pas, être surpris de silence. Il y a eu des moments professionnellement vraiment difficiles. Quand on a un poste, je n'ai pas d'énormes responsabilités, mais j'en ai quelques-unes quand même, et c'est pas simple. Ouais, c'est un réel sujet, ce sacro-saint, bien évidemment, séparation entre vie privée et vie familiale. Maintenant, ça peut confiner parfois à la déshumanisation. Enfin, je veux dire, pas... Oui. Le terme est excessif, mais je pense que ça nécessiterait, quand des personnes dans un environnement professionnel sont confrontées à des choses comme ça, comment on en parle, voilà. Enfin, voilà. En tout cas, je pense que en disant ça, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, justement, ça donne déjà un premier repère. Voilà. De se dire qu'en fait, ce sujet-là, ça ne va pas être aussi simple que de raconter son week-end ou les vacances qu'on a passées. Donc, c'est aussi une première brique de se dire, bon, il y aura quand même un petit point d'attention sur qui et comment je vais être dans l'intégralité des plans de ma vie par rapport à cette situation de vie particulière. Moi, en tout cas, je retiens quand même qu'autour de cet événement vie si particulier, cette déflagration, toute la dynamique, chacun dans la famille, vous avez recomposé votre rôle, mais pris votre place dans ce que vous pouviez apporter, dans le soutien de ce que tu vivais, Lucile. Et en même temps, vous avez su trouver l'énergie de vous soutenir entre vous, de ne pas vous polluer dans ce que vous vivez. Et vous êtes allé capter de la ressource à l'extérieur. C'est intéressant de se dire, effectivement, il y a comment on s'aide, nous, entre nous, et comment on va chercher toute cette énergie autour pour que il y ait toujours des énergies positives et qu'on puisse trouver du soutien tout au long de ce parcours. Et je voulais vous remercier parce que je sais que c'est la première fois que vous vous réunissez tous ensemble pour parler de ça. J'espère que ces témoignages, que vos témoignages vont permettre à des personnes, à des familles qui peuvent être concernées, que ce soit la maladie que tu as eue ou d'autres maladies, pour avoir des repères et essayer d'un peu mieux se situer dans ce moment de vie-là. Donc merci à tous. Merci. Merci à toi.
et à bientôt.